Il n'y a pas longtemps, c'était le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Ce dernier a permis, avec le débarquement de la Sicile et de la Provence, d'ouvrir plusieurs nouveaux fronts en Occident, facilitant ainsi l'avancée des troupes russes à l'Est. Mais après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, tous les pays qui avaient été libérés de l'occupation nazie par l'Armée rouge entrent rapidement sous une autre période d'occupation, celle de l'URSS. Dans tous les pays de l'Europe de l'Est, à part l'Autriche et la Yougoslavie, l'URSS installe des gouvernements communistes favorables à Moscou. Parmi ces pays occupés se trouve la Hongrie qui, comme la plupart de ses voisins, n'est pas très heureuse d'accueillir sur ses terres l'Armée rouge. À la tête du pays, il y a Matyas Rákosi, Premier ministre pro-soviétique, donc favorable à Staline. Il installe une politique de collectivisation forcée, développe la police politique hongroise, déporte, tue ses opposants politiques et il se proclame lui-même comme le meilleur élève hongrois de Staline. Donc ce n'est pas un bon dirigeant et les Hongrois le savent. Mais lorsque Staline meurt, en 1953, il va y avoir un adoucissement général du régime autoritaire alors en place en URSS. Cette période d'adoucissement est également appelée la période de déstalinisation. Et en Hongrie, cette déstalinisation passe par le renvoi de Rákosi pour un communisme plus modéré avec Irm Nagy. Évidemment, Nagy n'est pas totalement libre de tout faire, il est toujours très surveillé par Moscou, mais il parvient à acquérir une certaine popularité auprès du peuple hongrois. Mais en avril 1955, Nagy est remplacé par Rákosi qui remet en place un système à la Staline. Alors la colère des jeunes Hongrois monte et Nagy devient l'incarnation du bon dirigeant pour les Hongrois. À peu près au même moment, les troupes soviétiques et alliées qui occupaient l'Autriche, à l'image de l'Allemagne, signent le traité d'État autrichien qui crée tout simplement un nouvel État autrichien. Ensuite, toutes les troupes qui occupaient l'Autriche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale quittent le pays. L'Autriche signera d'ailleurs un traité garantissant sa neutralité permanente. Ce qui se passe en Autriche donne de l'espoir aux Hongrois, qui rêvent aussi de dégager les troupes de l'armée rouge de leur pays. Mais les soviétiques refuseront toutes leurs demandes, ce qui fera encore monter la tension d'un cran. De plus, la Hongrie était un pays nationalement frustré et insatisfait. Avant la Première Guerre mondiale, le royaume de Hongrie était au sein de l'Empire austro-hongrois. Mais lors de l'armistice du 11 novembre 1918, comme l'Empire austro-hongrois était du côté des perdants, la Hongrie s'est vue privée de plus de la moitié de son territoire. Bien que la Hongrie, grâce à Hitler, avait pu retrouver une partie de ses territoires perdus, elle s'est vue réimposer la paix humiliante de la Première Guerre mondiale et était ainsi frustrée nationalement dans les années 50. Donc, imaginez être un jeune Hongrois, vous rêvez du temps où la Hongrie était puissante, plus grande, totalement indépendante. Vous souhaitez un meilleur socialisme, vous êtes en colère, vous êtes frustré. Alors vous commencez à rédiger des manifestes à protester contre le pouvoir et contre le Premier ministre, Rákosi. Mais vous n'êtes pas unis, ouvriers, intellectuels, étudiants, tout le monde en a marre, mais tout le monde veut aller dans des directions différentes. Il faut alors juste un événement pour rassembler tous ces Hongrois en colère. Et cet événement viendra de Pologne. En juin 1956, des manifestations ouvrières éclatèrent en Pologne qui furent réprimées comme d'habitude en URSS par la violence. Sauf qu'après la manifestation, pour une fois, la direction du Parti communiste polonais va vouloir mettre en place des réformes pour apaiser les travailleurs. Ça, c'est typiquement une décision qui n'aurait pas pu être prise si Staline était encore vivant. Enfin bref, pour satisfaire les Polonais, la direction du Parti communiste polonais appelle, alors je suis désolé pour la prononciation, Władysław Gomułka au pouvoir. Ce dernier bénéficie d'une grande popularité auprès du peuple polonais car, dès le début de la guerre froide, il avait essayé de promouvoir un communisme propre à la Pologne, ce qui lui avait d'ailleurs valu, sous Staline, quelques années d'emprisonnement. Lorsqu'il revient au Parti communiste polonais, les soviétiques à Moscou sentent que Gomułka pourrait rapidement faire de l'ombre au soviétisme de base. Il avait quand même osé critiquer notre bon vieux Staline. Alors, réaction classique en URSS, on sort les blindés, l'infanterie et on va à Varsovie où est actuellement Gomułka. Le temps que les chars de Moscou arrivent à la capitale polonaise, nos jeunes Hongrois, des idées révolutionnaires pleines la tête, organisent une manifestation pour montrer leur soutien à Gomułka le 23 octobre 1956. Voilà notre élément déclencheur. Et pour l'histoire, Gomułka, grâce à sa grande popularité, s'en sortira et restera au pouvoir en affirmant que les réformes qu'il va mettre en place ne seront ni anticommunistes, ni anti-soviétiques et qu'il acceptera que des soldats de l'armée rouge restent en Pologne. Nous sommes ainsi dans l'après-midi du 23 octobre 1956 et la manifestation est autorisée par les autorités soviétiques. Alors non pas pour promouvoir la liberté d'expression, mais parce que la police avait affirmé qu'elle n'aurait pas pu empêcher, pacifiquement, une telle manifestation. Donc environ 20 000 protestataires se rassemblèrent près de la statue de Joseph Ben,
un héros national de Pologne et de Hongrie. Ensuite, la manifestation commence. Des manifestes sont liés à la foule. Des jeunes Hongrois entament le chant d'un poème patriotique interdit, dont le refrain est « nous le jurons, que nous ne serons esclaves plus longtemps ». Quelqu'un dans la foule découpa les armoiries communistes du drapeau hongrois et ce drapeau deviendra ainsi un symbole pour les révolutionnaires. Peu après, la foule traverse le Danube pour rejoindre les manifestants devant le Parlement hongrois. Vers 18h, plus de 200 000 personnes étaient présentes. La manifestation était énorme mais restait pacifique. À 20h, le premier secrétaire du Parti communiste hongrois, Ernő Géro, qui est un important homme politique, diffuse un discours condamnant les demandes des écrivains et des étudiants. Il fait également appel au Parti communiste soviétique et se range donc du côté de Moscou. D'ailleurs, la plupart des hommes du parti hongrois se rangeront du côté de Géro et donc de Moscou, ce qui va conduire à des tensions internes au Parti communiste hongrois et compliquer la situation des Hongrois dans la rue. Avec cette déclaration, la tension monte. En colère, certains manifestants décident de renverser une statue en bronze de Staline de 10 mètres de haut à 21h30. La foule en liesse plaça le drapeau hongrois dans les bottes de Staline, qui était tout ce qui restait de la statue. Dans la foulée, une large foule se rassemble devant le bâtiment de la radio Budapest, bien gardé par l'AVH, la police politique hongroise, dirigée par Laszlo Spiros, un pro-soviétique. Un groupe d'étudiants voulut diffuser les demandes des révolutionnaires par radio, mais l'AVH le repoussa, faisant ainsi monter la tension d'un cran. Ensuite, des pierres sont jetées sur certains policiers de l'AVH, d'autres se font insulter. Alors ces derniers répondent en lançant du gaz lacrymogène depuis les toits du bâtiment et un coup de feu éclate. La situation dégénère et l'AVH se met à tirer sur la foule. Provoqués par les attaques de l'AVH, les protestataires réagirent violemment. Les voitures de police furent incendiées, les dépôts d'armes furent pris d'assaut, les armes furent distribuées à la foule et des symboles du régime communiste furent vandalisés. Pendant la nuit du 23 octobre, alors que la ville est presque totalement contrôlée par les insurgés, le secrétaire du Parti des travailleurs hongrois, Ernő Géro, demande une intervention militaire soviétique pour réprimer une manifestation d'une ampleur sans précédent. Cette déclaration provoque une colère immense chez les insurgés. En quelques heures, cette manifestation pacifique se transforme ainsi en une insurrection, en une guerre de libération. Alors, se forment des groupes de combattants près des grands axes de circulation. Des barricades s'élèvent en attente de la venue des soviétiques, qui arrivent dès le matin du 24 et qui commencent à combattre la guérilla avec des chars et des canons. Bon, pas besoin d'être un grand stratège militaire pour comprendre que les chars ne sont pas du tout efficaces pour faire une guérilla urbaine, étant donné qu'ils sont trop gros pour passer dans les ruelles et que leur champ de vision est réduit, entouré par des bâtisses. Dans la rue, c'est toujours le bordel. Les révolutionnaires au nombre de 2000 à 5000 sont regroupés par centaines. Il n'y a aucun vrai leader. Face à eux, la police politique hongroise est autant désorganisée et l'armée hongroise régulière fournit en armes et en munitions les insurgés. En même temps que la résistance hongroise attaque les chars soviétiques et fait sa guérilla urbaine à Budapest, partout en Hongrie, des conseils révolutionnaires apparaissent, appelant à des grèves générales. Les symboles communistes comme l'étoile rouge et les mémoriaux militaires furent vandalisés et les livres communistes brûlés. Les soviétiques arrivèrent rapidement à calmer la situation dans les autres régions de Hongrie en mettant en place des cessez-le-feu. Mais à Budapest, les affrontements continuèrent de s'y dérouler, jusqu'à ce que les unités soviétiques commencent à se retirer de la ville. Les soviétiques renforcent au contraire leur présence militaire en Hongrie, grâce à des soldats venus d'Ukraine et de Roumanie. Les soviétiques décident de se servir du Parti communiste hongrois. En pleine crise, il y a quand même des chars dans la rue qui tirent sur des civils, en mettant à sa tête Irm Nagy, seul homme pouvant influencer les événements. Le 25, ils admettent le changement total de la direction du parti. Géro est remplacé par un homme beaucoup plus jeune, János Kádár, de souche ouvrière et qui a souffert du stalinisme. Et, le 31 octobre, le Parti communiste est dissous pour en créer un autre, le Parti socialiste ouvrier hongrois. De sorte qu'on a pu annoncer, le 30 octobre, le retour à un système multipartite comprenant des représentants du grand parti paysan de l'après-guerre, celui qui est encore le parti majoritaire aux élections de 1945, et du Parti social-démocrate qui s'était recréé pendant la Révolution. Nagy promet aussi à la population d'obtenir le retrait des troupes soviétiques et annonce de prochaines élections libres. À ce moment-là, les soviétiques font semblant d'accepter de négocier le retrait de leurs troupes de Budapest, mais aussi de toute la Hongrie. Si la première promesse est en partie tenue, car il ne leur semble pas utile de garder des régiments dans la capitale, la seconde ne l'est pas. Les soviétiques renforcent au contraire leur présence militaire en Hongrie, grâce à des soldats venus d'Ukraine et de Roumanie. De plus en plus, vers début novembre, les échanges s'enveniment entre Nagy et les soviétiques. Malgré tout, un premier contact officiel a lieu entre les soviétiques et les représentants des insurgés.
Mais après ce rendez-vous, ces représentants de l'insurrection ne donneront plus aucun signe de vie. Puis, au matin du 4 novembre, le général Ivan Serov, le chef du KGB, fait irruption dans le quartier général soviétique et mit en arrestation les membres de la délégation hongroise. Les soviétiques s'empressent alors de se servir de János Kádár, membre du nouveau gouvernement hongrois, qui va retourner sa veste et enregistrer un discours à la radio où il acceptera un retour à la normale. De son côté, Nagy fuit dans l'ambassade yougoslave pendant 18 jours, mais à sa sortie, alors qu'on lui avait promis de ne pas se faire arrêter, il est déporté en Roumanie. À la suite d'un procès à huis clos, il est exécuté en juin 1958. Mais alors, pourquoi les soviétiques sont-ils intervenus en Hongrie et pas en Pologne ? Pourquoi Gomulka a-t-il pu mettre en place son régime propre et pas Nagy ? À cette question, il y a deux réponses. De 1, les ambitions de Gomulka étaient bien inférieures à celles de Nagy. Gomulka n'a pas essayé de changer de A à Z le système soviétique. Et puis ce dernier ne s'était pas opposé, contrairement à Nagy, à ce que Moscou contrôle toujours militairement le pays. Contrairement au parti hongrois, où peu de membres s'étaient engagés pour la révolte et où encore la situation restait floue et par la force. De 2, le parti communiste polonais avait avancé en bloc. Tous les Polonais étaient dans le même camp, contrairement au parti hongrois, où peu de membres s'étaient engagés pour la révolte et où encore la situation restait floue.